La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus depuis l'atrium de la BPGO. Merci des images signées Emmanuel Loiseau. Nous sommes dans un véritable écrin, lieu rendez-vous de maintenant incontournable pour l'économie, mais aussi toute la politique économique. Et nous sommes très heureux avec Maurice Bourrigaud, directeur général de la BPGO, de vous présenter cette émission. Bonsoir Maurice. Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et tous. L'économie décryptée par ceux qui la font. Avant de vous présenter ce très beau plateau, avec un parterre prestigieux encore ce soir, 4 invités pour parler d'une thématique très importante qui engage. Nous attendons vraiment ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il s'agit d'un dossier très important pour notre région en Bretagne, le dossier du Brexit. Et nous avons souhaité, Maurice Bourrigaud, dans ce TVR BPGO Business Club, consacrer vraiment une émission spéciale avec 4 personnalités complètement engagées et très complémentaires dans le discours. 2 personnalités très impliquées au quotidien, tout d'abord, et ensuite 2 personnalités qui peuvent nous apporter un regard croisé sur ce qui est en train de se jouer. On est forcément, lorsque l'on est à la tête d'un organisme bancaire comme le vôtre, très à l'affût, très à l'écoute. On est observateur aussi de ce qui se passe quand même depuis maintenant ce 23 juin 2016. C'est notre quotidien. C'est notre quotidien. J'étais chez un chef d'entreprise il y a quelques jours qui fabrique des éviers, des cuisines pour Studette. Et sur notre territoire, c'est un client à nous et il est très exportateur sur la Grande-Bretagne. Donc il scrute ça, il trouve des solutions, couverture de change. Il ne peut pas trouver de solution à la baisse de pouvoir d'achat des Anglais, mais il peut s'adapter, il peut faire des choses. Il est dans l'action et il n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. C'est le cas de tous les chefs d'entreprise qui regardent, qui scrutent, et on scrute avec eux et on trouve des solutions ensemble pour gérer ce tunnel absolument extraordinaire et pas très joyeux. Vous le verrez dans le courant de cette émission, un reportage aussi. C'était au port de Saint-Malo et l'ensemble des forces engagées, les douanes, la CCI 35, la région Bretagne, la Brittany Ferries, tous ont essayé de faire aussi des tests grandeur nature. Vous suivrez dans le courant de cette émission le reportage de Philippe Berthoud. Alors, nos 4 intervenants ce soir, nos 4 grands témoins. Merci à vous, Sophie Leroy. Vous êtes PDG, armateur à Cherbourg. Vous êtes à la tête de l'armement cherbourgeois, une entreprise créée en 1999. Vous avez 3 grands bateaux, vous avez 25 marins et également 5 personnes à terre. Juste un mot pour démarrer. Ce Brexit, forcément, il est dans toutes les têtes et au quotidien dans votre profession. Alors, il est dans les têtes de toute la façade de Dunkerque jusque le nord de la Bretagne. Il est dans la tête de tous les pêcheurs qui travaillent dans les eaux britanniques. C'est un souci quotidien maintenant et anxiogène. Anxiogène parce qu'il faut dire quand même que vous êtes un peu suspendu, bien évidemment, à cette décision du Brexit. On est tous suspendus. La pêcherie française est suspendue à la décision du Brexit. On ne sait pas, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Merci beaucoup également à Jean-Marc Rouet. Vous êtes le président de la Brittany Ferries. Merci d'être avec nous ce soir. Vous ne comptez pas votre temps, vous aussi, pour essayer d'être très didactique, de faire de l'information sur un sujet majeur pour vous. Vous êtes la première compagnie de ferry en France. Vous avez vraiment des chiffres, et on le verra au cours de cette émission, qui sont très engageants et puis qui peuvent aussi paraître complètement incroyable. En préparant cette émission, vous m'avez confié qu'en comptant l'année 2020, le Brexit vous aura déjà aujourd'hui coûté 100 millions d'euros ? Oui, et ceci ne prend en compte que l'écart de change entre l'euro et la livre sterling. Voilà. Bon, donc très concrètement, Brittany Ferries est née avec l'entrée du Royaume-Uni au sein de la CE, puisque c'était la CE à l'époque. Évidemment, ma mission et toute mon équipe, c'est de faire en sorte qu'elle se porte au moins aussi bien, sinon mieux, à la sortie du Brexit. Et un peu comme madame,
on aimerait bien quand même avoir un peu de lisibilité sur l'avenir, parce qu'aujourd'hui, depuis le 26 juin, c'est quand même le flou artistique. Voilà. Et donc, par contre, pour corriger Maurice, la vision que tu as, Maurice, d'un tunnel, il y a quand même beaucoup de bateaux. Alors, il inquiète, il irrite, ou il peut aussi rassurer ce Brexit. Il faut voir le verre aujourd'hui à moitié plein, à moitié vide. Il faut être très clair. J'ai plutôt un tempérament optimiste, mais il faut être très clair. La Bretagne va en perdre. La vision qu'on peut avoir de dire que finalement c'est un problème anglais, c'est totalement faux. D'ailleurs, j'ai envie de dire que ce n'est pas notre vrai sujet. Notre sujet, c'est comment la Bretagne va s'en sortir ou comment la Bretagne va se comporter à l'issue du Brexit. Mais il est clair, l'économie, c'est un millefeuille. On superpose différents métiers. On superpose donc des chiffres d'affaires. Il y a des chiffres d'affaires qui ne vont plus être équivalents après par rapport à avant. Merci également à Philippe Wechter. Merci d'être avec nous autour de ces tables. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Natixis, Asset Management. Vous êtes notre économiste autour de ces tables pour nous parler vraiment de ce Brexit qui, je suppose, alimente bien des conversations aujourd'hui et depuis longtemps maintenant. Forcément, pour des raisons qui ne sont pas aussi immédiates que celles des deux invités précédents, mais on voit bien que quel que soit le lieu en France, quand on discute avec des banquiers, avec des chefs d'entreprise ou avec des particuliers, la question du Brexit est toujours celle qui suscite le plus de questions et d'interrogations. Et on s'interroge beaucoup sur l'impact que peut avoir le Brexit, qui n'a pas encore eu lieu dans les faits, mais au regard des incertitudes que cela engendre, probablement qu'il y a déjà, comme monsieur le disait, un impact sur l'activité, sur la capacité à investir, parce qu'on a une source d'incertitude très forte. Est-ce qu'il irrite quand même? Parce qu'entre ce référendum du 23 juin 2016 à la décision du 12 décembre prochain, entre-temps, il y a eu quand même énormément de choses. La démission de Theresa May, Premier ministre, il y a eu des accords, il y a eu des votes, il y a eu également des reports. On se demande un peu que ce dossier, c'est devenu un petit peu l'Arlésienne pour bon nombre de personnes. Non, c'est pas l'Arlésienne. Les Britanniques sont toujours très marqués sur cette question. Il y a une vraie problématique politique en Angleterre. Le Parlement n'a clairement, dans sa configuration jusqu'à présent, n'a pas franchement envie de mettre en œuvre le Brexit. Et c'est cette situation qui est préoccupante. L'autre aspect est que dans le cadre politique actuel au Royaume-Uni, il n'y a pas franchement d'opposition qui permettrait d'être une alternative aux conservateurs. Quand vous voyez Jeremy Corbyn, qui est le patron des travaillistes, qui est normalement l'alternative aux conservateurs, si on regarde les 50 ou 60 dernières années, en fait, les Britanniques, quand on regarde les sondages, préfèrent un Brexit sans accord que Corbyn Premier ministre. Donc là, il y a un vrai problème strictement associé au Royaume-Uni et qui fait que les choses se prolongent dans le temps parce que personne n'a envie d'être celui qui fera sortir les Britanniques de l'Union européenne. Il y a juste Boris Johnson qui pense qu'il est le Winston Churchill du XXIe siècle qui a envie de prendre ce risque-là. Et c'est tout l'enjeu des élections du 12 décembre. Vous nous le direz parce qu'à l'heure de la construction européenne, on se fragilise quand même avec ce rapport entre Anglais et reste de l'Europe. Oui et non. Ce qui est très remarquable dans ce qui s'est passé dans la négociation de sortie des Britanniques, c'est que les Européens ont tous eu un comportement cohérent derrière Michel Barnier. Michel Barnier était le négociateur pour la Commission européenne et on n'a pas franchement entendu de voix divergentes par rapport à ce qu'il proposait. Et ça, c'est une source intéressante parce que ça traduit la volonté des Européens de rester unis face à cette situation du Brexit et de ne pas prendre cela comme une opportunité pour éventuellement sortir ou faire des demandes particulières.
quatrième grand témoin de cette soirée. Merci à vous, Alain Hervé. Vous êtes professeur de droit public à l'IEP, Sciences Po Rennes. Vous êtes spécialiste du droit européen et titulaire d'une chaire Jean Monnet. C'est un cas d'école pour vos étudiants, le Brexit ? Ça les passionne. Je pense que quand je fais mon cours de droit européen, c'est certainement là où les séances qui les passionnent le plus. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour rejoindre un petit peu ce que disait monsieur, c'est une manière de montrer l'importance de l'intégration européenne. Et c'est une très bonne leçon qui illustre la place aujourd'hui de l'Union européenne et le fait qu'on ne peut pas détricoter comme ça 45 années d'intégration du jour au lendemain, en quelques années. Moi, je n'ai jamais cru que le Brexit se passerait dans les délais prévus dans les traités, dans un délai de 2 ans avec une négociation facile. Et j'ajouterais qu'on n'en est qu'au début, parce que le plus dur, ce n'est pas l'accord de retrait, c'est la négociation de la relation future. Et là-dessus, on est encore dans un flou artistique. Et pour l'instant, le front européen a tenu, mais je suis curieux de voir, j'attends de voir si ce front européen va être aussi uni quand il va s'agir de négocier un accord de libre-échange ou une future union douanière avec les Britanniques. Pour vous, c'est encore très incertain. C'est encore très incertain. Il peut se passer beaucoup de choses. Il peut aussi se passer l'élection de Jeremy Corbyn, qui demande une union douanière. Il peut se passer un nouveau report du Brexit qui me paraît pas du tout, c'est une hypothèse qui me paraît pas du tout être une hypothèse d'école. Et puis il va se passer la négociation qui va prendre des années et qui va, à mon avis, épuiser les Européens, alors même que nous devrions négocier d'autres choses aujourd'hui, s'intéresser aux relations avec l'Asie, avec la Chine, avec les États-Unis, etc. Et on est en train de s'épuiser sur cette question du Brexit. Maurice Bourrigaud. Oui, alors on reviendra sûrement sur cette question du temps long. Depuis 1950, 57, justement, Jean Monnet, Schuman, etc. On reviendra sur 92, c'est-à-dire on reviendra sur le temps long. Est-ce que ce n'est pas juste une péripétie dans une construction qui demande énormément de décennies pour le bien vivre ensemble sur cette Eurasie, puisque les Anglais resteront dans le Conseil de l'Europe. On oublie souvent cette dimension, le Conseil de l'Europe, une 50aine de pays, 800 millions d'âmes, on oublie ça. Je voudrais entrer dans le vif du sujet avec Sophie Leroy. Sophie Leroy, vous êtes à la tête de l'armement cherbourgeois depuis 20 ans. Stéphane Beignet l'a dit, vous l'avez créé il y a juste 20 ans. Et vous êtes une famille, petite fille de poissonnier, fille de marailleur, etc. Votre mari qui est derrière lui-même est d'une famille de pêcheurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vivez ? Aujourd'hui, on vit... pas dans une angoisse permanente, mais on se pose énormément de questions. On subit déjà des revers du Brexit, notamment sur les cours du poisson qui, depuis le 1er janvier 2019, on remarque une chute des cours du poisson, donc le marché s'effondre. On remarque aussi une tension en mer avec les Anglais, avec les autres pays européens. Et on se demande si on doit investir, si on doit moderniser nos équipements, si on doit faire des travaux sur nos navires. Voilà, on se pose énormément de questions. Il faut dire que l'enjeu pour une entreprise de pêche, qu'elle soit bretonne, normande ou des Hauts-de-France, est énorme, mais aussi pour toute la filière maritime. En Bretagne, je sais que s'il devait y avoir Brexit dur, c'est 27 000 emplois. La moitié moins s'il y avait un Brexit avec accord. Donc, de toute façon, il y aura des conséquences sur les emplois. Un marin, c'est 4 emplois à terre. Donc, c'est toute une économie qui va s'effondrer. Et il y aura de toute manière des conséquences. Nous, en Normandie, on passe 70% de notre temps dans les eaux anglaises. Les Bretons, certains Bretons passent jusqu'à plus de 90% de leur temps dans les eaux anglaises. Donc, l'enjeu est majeur. Et il faut absolument que nos politiques aient conscience de l'enjeu de la pêche française dans le Brexit. Il faut aussi dire que le volant de la pêche anglais en Grande-Bretagne, c'est très peu au regard de ce que nous faisons nous. Ils ont une pêcherie, mais pas aussi conséquente que la nôtre. Et surtout, ils exportent tout ce qu'ils pêchent. Ils exportent vers l'Europe et vers la Chine 80% de ce qu'ils pêchent. Voilà.
Voilà, il n'y a pas de poissonnerie, ils n'ont pas la culture de manger poisson comme nous. Enfin, et ils sont très dépendants de nos eaux aussi. Hein. Ils sont bien contents de venir chez nous pour pêcher la coquille Saint-Jacques, par exemple. Donc les enjeux sont équivalents d'un bord et de l'autre. Le dernier bateau de 25 mètres que vous avez acheté, ça date de quand? Construit. Construit. 2018. 2018. Vous aviez connaissance alors, de ce vote. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Un long tunnel sans décision? Qu'est-ce qui vous pèsera le plus concrètement sur votre chiffre d'affaires, sur vos salariés? C'est un long tunnel sans décision? En 2016, quand il y a eu le vote, on ne s'est pas particulièrement inquiété. L'inquiétude est vraiment venue début 2019, à 3 mois, parce qu'il devait sortir au 31 mars. Donc en fait, on a construit nos bateaux. Nous, on en a acheté un en 2015, on en a construit un autre en 2017 et le dernier en 2018. L'Europe a prévu des aides pour les pêcheurs qui font partie du FEAMP, donc on serait indemnisé à hauteur de 70% de notre chiffre d'affaires sur une période de 9 mois en cas de Brexit dur. Mais nous, on ne veut pas de ça. On fait des bateaux, c'est pour aller en mer. On ne fait pas des bateaux pour avoir des aides, des subventions et des aides. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est on sera obligé d'arrêter si vraiment on ne peut plus travailler. Ou alors, on sera obligé de faire un report de notre pêcherie vers la zone côtière française, mais ce sera très compliqué. Et on ne peut pas non plus, nous, Normands, alors peut-être que certains Bretons, oui, aller plus sud vers le golfe de Gascogne. Voilà. Mais après, on va aller vers un conflit, parce qu'il y aura conflit franco-français. C'est ça, vous avez peur? Parce qu'aujourd'hui, la situation est très tendue en mer. Vous pouvez nous ramener aussi qu'il se passe aussi des fois des actes un peu d'intimidation entre bateaux anglais et français? Espagnol, non. Enfin, nous, pas espagnol. Oui, il y a de la tension en mer, il y a de la tension entre les pêcheurs britanniques et les pêcheurs français, de plus en plus. De l'intimidation? Oui. Cet été, il y a eu des conflits. Il y a eu des contrôles aussi très poussés de la part des contrôleurs britanniques qui duraient plus de 7 heures, vraiment dans le but d'arraisonner les navires et de les emmener en Angleterre. Donc, en ce moment, voilà, tout le monde est sur les dents. Donc, il y a des conflits avec les Anglais, il y a des conflits avec les Néerlandais, il y a des conflits avec les gros navires-usines qui travaillent en Manche et qui sont en train de tout nous piller. Enfin, on a tout un tas de facteurs qui arrivent et qui sont catastrophiques pour notre pêcherie artisanale. Est-ce que la région Normandie a conduit des actions précises pour vous aider, pour vous accompagner? Pas que je sache. Lorsque vous entendez ce premier témoignage, Philippe Wechter, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'idée d'un point de vue de l'économie globale? Ce qui apparaît très, très clairement, c'est cette absence de décision qui pénalise tout le monde, qui conditionne tous les comportements. Comment faire quand on ne sait pas très bien ce qui va se passer? Alors, d'une manière générale, on imagine bien, compte tenu de du poids de la Grande-Bretagne dans nos échanges, par exemple, on voit bien que il peut y avoir une incidence, mais on voit bien avec les propos de Madame que là, la situation est immédiate. La question des eaux britanniques est une question majeure qui doit être sur laquelle on doit trouver un accord, et c'est cette situation qui conditionne à la fois le comportement au quotidien, mais le comportement d'investissement. Et donc, si cette situation se prolonge, si par exemple, comme le disait monsieur, on n'a pas de Brexit au 31 janvier ou je ne sais quoi, quelle dynamique d'investissement on peut imaginer dans les pêcheries de la région? Ça va être très compliqué. Et si vous n'investissez pas, vous prenez le risque de perdre en compétitivité. Donc, il y a des enjeux extrêmement forts. Et on voit bien que plus les choses tardent, plus les choses prennent du temps, plus il est difficile de faire face et de maintenir sa compétitivité. Jean-Marc Rouet, Brittany Ferries BAI. L'Europe s'est fondée sur les 28 pays sur la libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux. Vous faites circuler les hommes, les marchandises, les capitaux. Vous n'êtes pas concernés?
Si, puisque la problématique va être nouvelle, puisque l'État britannique, enfin le Royaume-Uni, va devenir, je dirais, équivalent à l'Afrique du Sud par rapport à l'Union européenne. Ce qui veut dire que toute marchandise, tout bien qui va rentrer sur le territoire devra donc avoir un code. Alors lequel, c'est toujours le flou, c'est soit le code de l'OMC, soit un code négocié et avec une période transitoire. Autrement dit, nous, la commande elle a été très claire de la part de l'État. L'État qui finalement n'était qu'un rappel de la position de l'Union européenne, c'est préparez-vous au scénario du pire. Scénario du pire, le Royaume-Uni est un État tiers. Donc on a appliqué dans nos procédures, avec les acteurs dont vous avez précisé tout à l'heure, je crois qu'il y a un reportage sur ce point-là, avec les acteurs du terrain, on a mis en place des nouvelles procédures de manière à fabriquer sur les ports du Transmanche quelque chose qui n'a quasiment jamais existé. En tout cas, sur les ports bretons, ça n'a jamais existé. Et la difficulté pour le service des douanes, pour la DGDDI, le bras armé des douaniers terrain, c'est qu'en fait, ils n'ont aucun dispositif douane pour ce qu'on est de notre métier à nous, le roll-on-roll, c'est-à-dire le transport, enfin, l'acheminement de marchandises avec des camions et leurs roues. Ils n'ont pas de problème pour le port du Havre. Ça arrive par container ou par vrac. Mais la fluidité du transmanche est beaucoup plus fluide dans les ports et avec les bateaux que dans le tunnel. Pour rappel. Et donc, en fait, c'est presque plus rapide de traverser le port de Saint-Malo pour venir sur le territoire du 35 de l'île-et-Vilaine que d'aller à l'île de Ré en voiture au mois d'août. Donc c'est un alourdissement des procédures. On a Philippe Alexandre, qui est le patron de la Direction en Ille-et-Vilaine, qui est derrière moi, là. C'est un alourdissement considérable. Alors, et ce sont des retards, ce sont des coûts. La préparation au scénario du pire, c'était de faire en sorte que cet alourdissement considérable ne soit pas. Et finalement, on a utilisé le temps de navigation des bateaux de la Brittany Ferries, c'est-à-dire 6 heures en moyenne, pour mettre une procédure qui fasse qu'à l'embarquement, nous ayons donc toute la documentation nécessaire, que pendant la navigation, la documentation est transmise donc au service des douanes, des bureaux des douanes, qui, eux, toujours pendant le temps de navigation, nous ramènent le listing des camions qui vont être en obligation de contrôle physique. Ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas en obligation de contrôle physique va utiliser le même système de fluidité qu'aujourd'hui, quittera le port uniquement en présentant la pièce d'identité, puisque ça, par contre, les contrôles sûreté, immigration, s'appliquent toujours. N'oublions pas, la Grande-Bretagne n'était jamais rentrée dans l'espace Schengen, donc là, il n'y a pas de différence. Alain Hervé. Oui, pour compléter ce que vous dites, il ne faut pas oublier que si l'accord de retrait devait être approuvé, il y a quand même, je pense, politiquement des chances assez fortes qu'il le soit. Ça signifierait que le Royaume-Uni resterait comme un État membre de l'Union européenne, au moins jusqu'à la fin de l'année 2020, avec une possibilité de report de 2 années supplémentaires. Donc au moins jusqu'à fin 2022, on n'aurait pas de problème de ce type, ce qui laisse quand même une marge relativement importante pour s'y adapter. Et donc je pense que l'intérêt, si on veut regarder l'intérêt économique stratégique de la Bretagne, et de la France en général, je pense que c'est quand même l'approbation de cet accord de retrait dans un premier temps, ce qui permettrait de s'adapter un petit peu pour l'avenir, avec la possibilité de négocier un accord de libre-échange approfondi avec un régime qui fonctionnerait un peu mieux que le régime OMC. C'est le modèle Norvège qui est rêvé par certains, ou c'est le modèle Singapour, je suis libre-échangiste dans le monde entier, je veux passer des accords Commonwealth comme je veux. C'est pas le modèle Norvège que veulent les Britanniques, parce qu'ils ne veulent pas en fait s'aligner sur les normes européennes. Donc ça c'est très clair, c'est très clair. En tout cas, le gouvernement actuel ne veut pas d'un modèle du type espace économique européen. Ça veut dire ne pas être dans l'union douanière, mais reprendre toutes les normes du marché commun. Ça, ils n'en veulent pas parce que le Brexit, ça a gagné sur l'expression « take back control ». Et ça serait en fait pour eux vu comme une perte de souveraineté. Donc ils ne veulent pas non plus d'un modèle à la norvégienne. Ils veulent un modèle, pour l'instant, type Canada+, c'est-à-dire un accord de libre-échange approfondi, un petit peu à l'image de ce que l'on a fait avec le CETA. Vous voyez ça, donc, pour vous, se prolonger 2 années supplémentaires à la fin 2020 Je ne suis pas devin et je me garderai bien de faire de la prédiction. Mais je pense que du point de vue de la rationalité,
ce serait ce qu'il y aurait de mieux, ça serait la meilleure solution. Après, on a bien vu que dans cette histoire de Brexit, la rationalité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, Philippe Wechter, sur le calendrier. Sur le calendrier, on s'est tous trompés. C'est-à-dire qu'on avait imaginé que le 29 mars, il pourrait déjà y avoir une étape qui n'a pas eu lieu. L'étape suivante n'a pas eu lieu non plus. Donc, il faut être il faut être très prudent sur cette question du calendrier. On voit bien que tout le monde a intérêt à ce que le calendrier finalement se mette en place le plus rapidement possible. Les Britanniques, ils gagneraient parce que l'économie anglaise aujourd'hui est pénalisée par cette situation. Il y a moins d'investissements, il y a une croissance qui est beaucoup plus limitée, etc. Donc les Anglais sont pénalisés par cette situation, mais les Européens le sont aussi. Mais il y a une dimension politique qu'on ne doit pas exclure. Et c'est pour cela que les élections du 12 décembre vont être extrêmement importantes pour voir quel est effectivement le rapport de force qui existe au sein de cette économie britannique et de cette société britannique, parce que c'est un des points quand même qui est intéressant dans cette évolution depuis le référendum, c'est que on a vu que politiquement la société britannique était moins homogène, avait une capacité à se déliter parfois, et c'est toute la difficulté à laquelle vont être confrontés les Britanniques dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il sera possible de trouver une majorité? Tout le monde aujourd'hui fait l'hypothèse que Boris Johnson va gagner les élections du 12 décembre. Aura-t-il une majorité suffisante pour le faire? Ça va être un point intéressant. Il reste encore un mois avant cette date et beaucoup de choses peuvent se passer. Vous êtes un homme, Philippe Wechter, pondéré, mesuré, etc. Mais à la suite du propos de Jean-Marc Rouët tout à l'heure, je vous ai vu pousser un gros coup de gueule sur Twitter il y a quelques semaines. On s'est fait avoir, pour être poli, on s'est fait avoir par les Britanniques. Non, l'idée... Dans les questions des frontières et de l'Irlande, une frontière en mer, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous dites, on s'est fait complètement avoir dans cette dernière ligne droite. Non, mais la problématique... une partie des négociations porte sur quelle est la frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc il y avait dans le cadre qui avait été défini entre l'Union européenne et le gouvernement de Theresa May, une frontière qui passait par la mer. Et avec l'idée sur l'Irlande, qui est qu'il y a enfin une paix entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, et qu'il ne fallait surtout pas rétablir une frontière physique. Et là, dans la proposition qui est faite par Boris Johnson et qui a été approuvée par l'Union européenne, en fait, l'Irlande du Nord est à la fois dans le Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Et donc, c'est une situation très ambiguë. Et ça donne le sentiment que effectivement les Britanniques ont fini par avoir ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire une situation qui soit plutôt à leur avantage, parce que dans 2 ans et quelques mois, le Parlement d'Irlande du Nord va voter, si on a imaginé que le deal qui a été accepté soit effectivement validé in fine. Le Parlement d'Irlande du Nord va définir quel est son statut par rapport à l'Union européenne, ce qui est quelque chose d'un peu particulier, puisque d'une certaine manière, l'Union européenne va être conditionnée dans cette relation par le Parlement d'Irlande du Nord. Alain Hervé, ce qui va se passer, cette élection du 12 décembre, est-ce que c'est davantage peut-être entre Londres et le pays plutôt qu'entre les UK et vraiment le reste de l'Europe? Oui, tout à fait. Je pense que on n'est plus vraiment dans une question de relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. On a affaire à un pays qui est en train de se déliter quelque part, un royaume qui est de plus en plus désuni. Moi, si j'avais un pronostic à faire, mais je sais bien qu'il faut toujours être prudent, je pense que l'Irlande va sans doute
va sans doute être réunifié, à mon avis, par cette question du... Vous le pensez aussi, Philippe C'est Echter? l'élément positif, ce sera ça, la réunification de l'Irlande, parce qu'on voit beaucoup de gens d'Irlande du Nord trouver un frère, un cousin qui est en Irlande du Sud pour avoir le passeport. Juste pour information, dans les accords du Vendredi Saint, il est interdit pour les Irlandais du Nord comme de la République d'Irlande d'utiliser le statut de l'Union européenne au bénéfice d'une réunification. Ouais. C'est écrit. Et ils y tiennent, très concrètement. Donc ils n'utiliseront pas ça. Mais en fait, le problème du Brexit et de cette longue négociation sur la frontière irlandaise, c'est concrètement l'enjeu de l'Union européenne. C'est la pacification de l'Europe. Ça a même marché en Irlande. Pourquoi est-ce qu'ils ont signé cet accord du Vendredi Saint? C'est parce qu'au bout de 5 ans du marché unique, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus besoin de se faire la guerre et de s'étriper, parce que finalement, l'Irlande était réunie par le bénéfice du marché unique et qu'on avait supprimé les frontières. C'est vraiment ça. Le sujet, il est, au bout d'un moment, il est humain. Et moi, ce qui m'intéresse, justement, plutôt que de parler de « et si, et si, et si », c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour préparer demain. C'est comme ça que fonctionnent les Irlandais. Moi qui ai rencontré, parlé longtemps avec Mme O'Brien, l'ambassadrice d'Irlande en France, les gens de la République d'Irlande sont très contents de l'accord qui a été trouvé entre l'équipe de Boris Johnson et l'équipe de Michel Barnier. Parce qu'il garantit cette unification de fait, mais qui est interdite dans leur relation autour de l'Union européenne. Donc, par l'accord du Vendredi Saint. Donc, il faut faire attention. Et je pense qu'aujourd'hui, si ça a été potentiellement accepté, ce nouvel accord, par l'équipe Barnier, c'est parce que je pense qu'en Europe, il n'y a aucun dirigeant, de quelque niveau qu'il se soit, veut signer un accord qui remettra une frontière au sein de l'Irlande et donc qui relancera la guerre civile. En même temps, ce serait une marchandise dans l'Europe absolument fantastique. Michel Barnier s'est rendu près d'une vingtaine de fois à la frontière nord-irlandaise, tandis que Boris Johnson, il y a mis les pieds peut-être 1 ou 2 fois depuis qu'il est Premier ministre. Et donc je pense que les Européens ont traité la question nord-irlandaise avec beaucoup plus de sérieux que ne l'ont fait les Anglais, pour parler clair, et notamment le Premier ministre britannique. Et il y a un autre cas aussi à évoquer, à côté de la question irlandaise, c'est celle de l'Écosse. Parce que il y a aussi cette perspective-là d'une indépendance de l'Écosse, puisque l'Écosse est et notamment les dirigeants écossais, sont jaloux en fait du traitement qui a été réservé à l'Irlande et se disent aussi mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas avoir également un traitement différencié et pourquoi pas finalement être indépendant? Il y a eu un référendum il y a peu et on peut aussi très bien imaginer que ce référendum est une issue différente dans la perspective d'un Brexit. Et puis l'autre élément, je pense, de division au sein du Royaume-Uni qu'on ressent très bien, c'est entre Londres et le reste du pays. Et ça, on s'en rend compte pour avoir un petit peu été à Londres et puis avoir aussi discuté là-bas. Il y a vraiment une différence très forte entre la position des Londoniens et puis des personnes qui sont à Birmingham, à Manchester, etc. On a un pays qui est fracturé. Je crois que la fracture est là, plus qu'une fracture entre les Britanniques et l'Union européenne. Ce que révèle cette affaire, ce sont des fractures internes à la société britannique. Ce qui apparaît très, très nettement quand on parle avec les Anglais qui ne sont pas de Londres, c'est que cette question du Brexit a soulevé toute une série d'hétérogénéité qu'on n'imaginait pas et qui était un peu sous le tapis et qu'on a découvert par ce biais-là. Et c'est cette situation qui va être compliquée à la fois. Alors, on discute beaucoup du Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais la reconstruction de la société britannique va être quelque chose de probablement beaucoup plus long et de beaucoup plus douloureux pour les Britanniques eux-mêmes. Une personne avec qui j'en discutais me disait, quand on regarde le football en Angleterre, on a à Manchester, il y a les rouges de United et les bleus de City. Les jours de match, ils ne se parlent pas beaucoup. Les jours de derby, ils ne se rencontrent pas du tout. Et il me dit, ça paraît très fort et très ancré. Mais il me dit, moi, je suis de Manchester et le Brexit, c'est beaucoup plus fort que ça. Ça crée des ruptures, des différences, des situations qu'on avait du mal à imaginer auparavant.
Et l'autre point, c'est que il y a eu, on voit aussi toute une série de rapports. Je pense à un rapport de l'Institute of Fiscal Studies sur les inégalités au sein de la Grande-Bretagne, qui montre que effectivement, il y a Londres et le reste du Royaume-Uni avec des situations d'accès aux services publics, des situations de redistribution des revenus qui n'ont rien à voir et qui posent de vraies questions sur la société britannique elle-même. Philippe Wecher, soyons très concrets. Selon vous, si on refaisait aujourd'hui ce référendum du 23 juin 2016, pour vous, il y aurait le même résultat ? Probablement. Il y aurait le type qui a 3 contrats 0 heure, qui vit à Birmingham, et qui se dit, voilà, je suis dans une situation très médiocre, et on est dans l'Union européenne. Qu'est-ce que j'ai à perdre à sortir de l'Union européenne ? C'est ça, pour moi, la question, une des questions qui a été posée. Celui qui est à Londres, qui travaille à la City, ne se pose pas la question sous cette forme-là. Mais on voit bien que les différences de revenus, les inégalités très fortes et l'effet de redistribution qu'il y a entre Londres et le reste du Royaume-Uni fait qu'on a une vraie cassure. En France, on avait l'habitude de dire Paris contre province. Londres contre province est beaucoup plus marqué que ce qu'on avait en France. Jean-Marc. Pour compléter à la question que vous vous posez avec monsieur, chez Brittany Ferries, il y a 300 salariés qui sont personnels, donc UK, donc sur nos places portuaires, et en même temps toute la centrale de réservation est en Angleterre. Je pense que sur les 300 personnes, 299 ont voté pour le Remain. Peut-être 300. Mais maintenant que le vote, je dirais, que l'organisation avance peut-être pas très vite à notre goût, mais ça avance, je pense aussi que 299, le Royaume-Uni est engagé vers la sortie vers l'Union européenne, la décision a été prise. Autrement dit, ce qu'on peut voir autour de Westminster avec des manifestations avec des drapeaux bleus étoilés, ça reste qu'une partie très marginale de la population. Aujourd'hui, même à Plymouth, ils sont partis à se dire, voilà, le peuple a décidé, la démocratie s'organise autour de cette décision. Maintenant, tout le charivari et le Bataclan qu'il y a autour du Parlement et des élections du 12 décembre, ça fait partie de l'organisation du Brexit, et peut-être que la chose qu'on pourrait arriver à conclure, c'est d'arriver à dire qu'on ne leur avait pas vraiment vraisemblablement dit que ce serait très, très, très compliqué. On vous a écouté tout à l'heure attentivement nous disant on est dans l'action, on travaille. On va suivre un reportage puisque les différentes forces en présence, les douanes, le port de Saint-Malo, la Chambre de commerce et d'industrie 35, Brittany Ferries, tous se sont engagés il y a quelques jours à faire une opération d'envergure très tôt le matin au port de Saint-Malo. Suivez ce reportage signé Philippe Berthoud. 8h15 au terminal ferry de Saint-Malo, le Bretagne vient d'accoster en provenance de Portsmouth avec à son bord des touristes, des voitures et des poids lourds. Et c'est pour les 15 000 camions qui passent par là chaque année que le Brexit No Deal a été anticipé. C'est simplement le fait de repérer en amont, dès l'embarquement au Royaume-Uni, sur le ferry, l'immatriculation du moyen de transport et de relier cette immatriculation avec une déclaration en douane, en fait, qui est intégrée dans un système informatique douanier. Et donc, à l'arrivée, il y a une sélection qui est faite pendant le temps de la traversée. Et à l'arrivée, donc, on va détourner le camion qui a été sélectionné pour opérer le contrôle douanier physique, en fait, lorsqu'on considère qu'il peut y avoir un risque sur un chargement. Ces déclarations en douane à bord du ferry vont permettre de gagner du temps. À l'arrivée, si la marchandise n'est pas soumise à un contrôle phytosanitaire ou douanier, le chauffeur pourra continuer sa route. Et donc on voit bien là qu'on gagne en fluidité, puisque auparavant, si on n'avait pas mis en place ce système, j'ai un peu envie de dire révolutionnaire, le camion aurait été obligé de stopper pour pouvoir faire les formalités en douane. Ainsi, si le Royaume-Uni redevient un pays tiers avec création d'une nouvelle frontière, les formalités douanières seront obligatoires, mais les contrôles douaniers seront aléatoires et dépendront de l'analyse de la déclaration en douane des marchandises. Et on va vouloir regarder la marchandise pour vérifier un certain nombre d'énonciations, pour voir si on n'a pas une fraude manifeste par rapport aux déclarations qui sont indiquées. Ce système, baptisé Frontière intelligente, a nécessité 1 an de travail.
Sa mise en place est primordiale pour la compagnie Brittany Ferries, qui doit absolument assurer un aller-retour du bateau chaque jour. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On casse le modèle économique parce qu'on est obligé de supprimer les traversées. Et là, par contre, ça devient très très grave pour la société. Cette obligation de rapidité dans le chargement-déchargement des bateaux est aussi due au fait que Saint-Malo est le port de commerce européen ayant le plus grand coefficient de marée. Après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà, et ce fameux marnage de 14 mètres à Saint-Malo, on s'aperçoit, Jean-Marc Rouet, que vraiment tout le monde est sur le pont, hein. Permettez-moi cette expression. On a vu, c'est la combinaison des différents acteurs, de l'administration, des pouvoirs publics, des entreprises. Oui, c'est un peu normal parce que finalement, Brittany Ferries, nous sommes rentrés dans le bal parce qu'on nous a demandé est-ce que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice de manière à améliorer cette frontière intelligente. Mais nous ne sommes que des usagers portuaires. Ce sont nos clients qui finalement ont à faire les déclarations à douane. Nous, on n'a que à transporter les procédures et à leur ramener l'information au retour, savoir si oui ou non, alors ça n'a pas été explicitement dit dans le reportage, mais est-ce qu'ils sont fil verte ou est-ce qu'ils sont fil orange? Fil orange dit contrôle physique. Fil verte dit vous sortez du port comme avant le Brexit ou après le Brexit, il n'y aura pas de différence. Maurice. Quelle part de chiffre d'affaires payé en livres chez Brittany Ferries et ça représente combien en euros? 80% du chiffre d'affaires, donc ce qui fait à peu près 390 millions d'euros. 390 millions d'euros payés en livres. Donc Yes. vous avez un énorme risque. Avant d'enchaîner sur les mesures... Attendez, monsieur le banquier, un énorme risque. Nous avons un risque, mais nous savons le maîtriser. Donc très concrètement, il y a en effet un risque parce que l'entreprise Brittany Ferries est une entreprise bretonne qui est attachée à son territoire, qui a pour mission le désenclavement de notre région et pas que, aussi la Normandie, et que derrière, nous avons choisi, ou du moins l'actionnaire que je suis avec tous mes collègues agriculteurs de la marque Prince de Bretagne, nous avons choisi que cette société devait avoir des marins français. On s'est tiré une balle dans le pied. Mais nous décidons de gérer cette entreprise de cette manière. Nous n'aurions pas les 90 à 100 millions d'euros de salaire à verser en euros, nous n'aurions pas cet écart de change. C'est pour ça que je dis, et je suis d'accord avec madame sur le fait qu'elle disait, il y aura un impact. Il y a déjà un impact. Chez Brittany Ferries, rien que l'écart de change sur 4 années cumulées, je mets 2020 dedans, c'est 100 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires, de perte de résultats, pardon. Sur ces 100 millions d'euros, donc 25 par an, il y a une partie qui allait en intéressement et participation. Donc il y a déjà un impact sur le pouvoir d'achat de mes salariés ou sur leur capacité à dépenser dans l'économie bretonne. Donc voilà, ça va être pareil pour la pêche. Vous avez déjà un impact. Le prix du poisson s'est écroulé. Donc c'est comme ça. Donc moi, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On peut réagir maintenant, on peut mener des actions maintenant, sans chercher à savoir si le Brexit va être soft ou hard. Sans compter, par exemple, sur le passager UK. Il va falloir pour vous aussi faire des actions importantes de communication pour rappeler cette destination Bretagne. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que Brittany Ferries ? Nous sommes un aménageur du territoire. On transporte des gens entre un point A et un point B. Nos clients, c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte de les séduire pour qu'ils choisissent le pavillon Brittany Ferries pour traverser la Manche. Nous avons le premier acteur qui est je laisse Maurice dire, un tunnel. Bon, mais ceci étant, nos clients, ils décident d'abord de venir en Normandie ou en Bretagne ou en Pays de la Loire. Et nous, on les transporte, s'ils considèrent que notre offre correspond à leur pouvoir d'achat et à ce qu'ils ont envie de vivre en mer. Mais donc, par définition, nous sommes dépendants des destinations que l'on dessert. Donc, je dis aujourd'hui, oui, danger. Mettons plus de moyens de communication vers le client britannique pour qu'il vienne plus en ouest de la France. Et nous, les opérateurs du transport, nous ferons la concurrence comme on l'a toujours fait. La Tunisie, sur le marché britannique en 2019, c'est plus 47%. Donc voilà, ça pourquoi ? Parce que pour les Anglais, venir en zone euro, il y a un impact de 25% de moins sur leur pouvoir d'achat pendant leurs vacances. Alors je ne sais pas si ici les gens qui sont dans la salle considèrent que 25 c'est pas assez. Moi je trouve que c'est beaucoup, c'est même énorme. Il nous reste moins de 8 minutes dans ce TVR BPGO Business Club. Maurice. Vous vous posez une question sur votre raison d'être et les moyens de faire vivre cette raison d'être aujourd'hui, concrètement. Et qu'est-ce que vous conseillez à des chefs d'entreprise autour de vous ? 2 questions.
Alors, à des chefs d'entreprise, je ne connais pas le métier de tous les chefs d'entreprise, donc je ne vais pas aller. Je pense que les chefs d'entreprise bretons doivent aujourd'hui se lancer dans un schéma post-Brexit. Ce schéma doit vraisemblablement s'organiser autour de l'acteur politique qui est très décentralisé aujourd'hui, qui s'appelle la région Bretagne. Je prends juste un exemple, et je m'arrêterai là. Quand Brittany Ferries a été imaginé, elle a été imaginée dans le plan de désenclavement de la Bretagne. Tout le monde savait, et c'était en discussion depuis 1963, que la Grande-Bretagne rejoindrait la CE un jour, rejoindrait sans doute le marché unique à l'issue. 75 millions d'habitants. Dans quelques semaines, voire dans quelques mois, la Bretagne et la République d'Irlande vont perdre un marché de proximité de 75 millions d'habitants. Je pose la question, est-ce que l'objectif de décentralisation de 1970, il n'est pas plus criant aujourd'hui, en sachant que l'Union européenne s'est étendue vers l'Est, mais jamais vers l'Ouest. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, c'est l'Amérique et il n'y a que de l'eau entre nous. Donc, très concrètement, qu'est-ce qu'on met comme schéma industriel pour continuer à imaginer que les entreprises désenclavées de la région Bretagne, bien plus qu'en 1970, puissent fournir le même service et le même résultat économique pour notre territoire et puis évidemment pour les gens qui l'habitent. On est resté vraiment là dans le concret au niveau de Brittany Ferries. Pour votre société d'armement, oui. Juste une remarque. Les Britanniques commercent principalement avec l'Europe. Ce n'est pas parce qu'il y a le Brexit que ces échanges vont s'arrêter d'un seul coup. Les Britanniques vont continuer à échanger principalement avec l'Europe. Les conditions de l'échange vont changer. Mais c'est pas parce qu'il va y avoir le Brexit que d'un seul coup, les Britanniques vont se mettre à acheter des produits de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou d'ailleurs. Ils vont continuer à acheter beaucoup de produits français, beaucoup de produits allemands, espagnols, etc. Et on continuera d'acheter des produits anglais. Simplement, effectivement, les conditions de l'échange vont être modifiées et toute la discussion sur le Brexit est de savoir comment vont se modifier ces conditions d'échange. Avec vous, pour rester dans le très concret, Sophie Leroy, on fait quoi aujourd'hui lorsqu'on est à la tête de 3 bateaux, de 30 personnes, 25 en mer, 5 à terre? Ce sont quoi les mesures très concrètes aujourd'hui? On vit au jour le jour, donc on attend. Voilà. Donc pour l'instant, on continue notre activité telle qu'elle. On subit les cours, les conditions météo. On essaye de communiquer un maximum pour que les gens, de nouveau, mangent français, du poisson français. Voilà. C'est une aberration à l'heure actuelle de mettre du poisson à la poubelle. C'est ce qui arrive tous les jours en criée, dans toutes les criées. Voilà. Moi, ce que j'espère, c'est que les consommateurs français mangent du poisson pêché en France et on importe quand même 70% de ce qu'on consomme en produits de la mer. Ça ne devrait pas exister. On devrait manger français. Voilà. Il faut qu'on soit... il faut qu'on communique sur la pêche française, sur le manger, le circuit court, le manger local. Voilà, il faut communiquer. Oui, ben on est d'accord. On peut travailler dès à présent et on n'a pas besoin de savoir ce que les Anglais vont faire. Finalement, c'est un faux problème. Le circuit court. Maurice. Vous avez été, Sophie Leroy, concernée par la baisse des quotas, des décisions prises récemment. Vous avez été vous-même concernée? Nous, la dernière mesure qui nous a vraiment impacté, c'est le bar, sur l'interdiction de pêche du bar. Mais en Normandie, on ne pêche que 25 sur ce qu'on pêche, donc 750 tonnes pour un bateau par an. 25%, ce sont des espèces sous quota. Donc, c'est minime. L'impact est minime. On n'est pas, en région Normandie, concerné énormément par les quotas. Là, on arrive vraiment au terme de cette émission spéciale Brexit. J'aimerais qu'on fasse un tour de table, peut-être, pour que vous nous donniez une synthèse un peu de tout ce que l'on a pu expliquer ce soir en se projetant vers, mais on n'est pas devin, cette élection du 12 décembre prochain. Philippe Wechter. L'élection du 12 décembre va donner une configuration nouvelle de la politique en Grande-Bretagne. 3 ans, 4 ans après le Brexit, enfin après le référendum, comment la situation britannique peut se stabiliser,
politiquement. Et c'est ça qui va être intéressant à suivre. Et la question à laquelle on est confronté, c'est qu'on n'est pas sûr que la situation politique soit stabilisée et qu'il y ait une majorité en capacité de gouverner. Et c'est toute cette problématique que j'évoquais sur l'hétérogénéité de la société britannique qui réapparaît et qui va être intéressante à suivre pour l'analyste, mais compliquée à gérer sur le plan économique. Alain Hervé. Oui, il y a un point aussi sur lequel je voudrais insister, quelle que soit l'issue de ces élections, c'est la nécessité pour la Bretagne de s'unir dans cette histoire du Brexit. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un système, un gouvernement qui reste très centralisé en France, et donc que les négociations liées au Brexit sont pilotées par le gouvernement, par Matignon, par le SGAE notamment. Et je pense qu'il est très important que les Bretons fassent remonter leurs intérêts auprès des autorités centrales, auprès aussi de la Commission à Bruxelles. Il y a des négociations actuellement d'accords de libre-échange. On ouvre des quotas de bœuf avec le Mercosur, etc. Je pense que c'est très important de signifier aux instances européennes la fragilité de la Bretagne dans le cadre du Brexit et de faire un lobbying très fort. Mais ça, les Bretons, généralement, savent bien le faire auprès des instances nationales et européennes. Voilà, c'est un dossier, en tout cas, qui... Et je salue Monsieur le Président du Conseil départemental, Jean-Luc Chenu. À ses côtés, Emmanuel Tony, le Président de la CCI 35. Ce sont évidemment des dossiers qui sont très importants et engageants pour toutes ces institutions. J'en profite aussi pour saluer l'ancien président du Césaire, Jean Hamon, qui avait travaillé sur un très gros dossier autour du Brexit. Jean-Marc Rouet, en conclusion. En conclusion, j'ai envie de dire que pour moi, l'Europe, vu de mes 52 ans, le Brexit, pardon, c'est un peu l'échec de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas réussi à maintenir les Anglais dans un système. C'est vrai, ils n'étaient pas forcément très enclins à vouloir y rester, mais potentiellement, si on avait été convaincant, aussi l'Europe a été convaincante. Donc j'espère que la Bretagne et la République d'Irlande, parce qu'on est à peu près dans le même contexte, j'espère que l'Union européenne saura nous convaincre de continuer à être des pro-européens. Autrement dit, ce que je demande comme réaction sur les hommes de terrain, et même si on est des bons lobbyistes à Bruxelles, si on n'est pas unis, on est perdu. Donc les Bretons doivent être unis dans leur lobbying et dans leur message clair. Ils doivent le construire dès à présent, le présenter, et j'espère que l'Union européenne et l'État central français saura répondre à des territoires qui vont devenir quand même isolés. Et je rappelle, l'économie, c'est un millefeuille. On associe des chiffres d'affaires, on en perdra. Donc, de toute façon, même si les Anglais vont continuer en effet à faire du commerce avec nous, le commerce sera plus difficile et moins rentable. Donc, il y aura un phénomène social sur le territoire de la Bretagne. Mais Sophie Leroy, il faut continuer à travailler au jour le jour, ne pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras, mais moi j'ai envie de dire, il faut que ça cesse. Il faut qu'on sache. Parce que c'est plus tenable. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Là, il faut qu'ils sortent. S'ils veulent sortir, qu'ils sortent. Mais il faut que l'économie reparte. Il faut qu'on fasse une stratégie. Il faut que... Voilà, c'est plus vivable. Donc j'espère qu'au 31 janvier, on aura des réponses concrètes. Le mot de la fin, Maurice Bourrigaud, ce TVR, BPGO Business Club est là tous les mois pour essayer de décrypter, de donner des pistes de compréhension sur les grands sujets aussi. On a essayé de le faire ce soir. On sait que c'est quelque chose qui est très sociétal aujourd'hui. Tout le monde en parle, le Brexit. Oui, c'est un sujet de femmes, d'hommes, dans nos territoires, hors de nos territoires, mais nous, on est là pour nos territoires. Et donc, vive le transport par mer, vive les pêcheurs normands, bretons et français. Voilà, on est là pour ça, pour cette économie. Merci à vous quatre, on peut vous applaudir vraiment bien fort. Merci, merci beaucoup. Sophie Leroy, Jean-Marc Rouet, Philippe Wechter et Alain Hervé, on aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Madame la préfète de la région Bretagne, Michel Kiry, sera au cœur de votre prochain TVR BPGO Business Club. Encore merci et merci au public très nombreux encore ce soir, présents ici dans ce fabuleux atrium Polaris à Saint-Grégoire. Merci à tous.
La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.